Bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec Pierre Levican, journaliste et essayiste, et André Archambault, consultant stratégique, auteur de Combat pour l'hémisphère nord chez Avatar Édition, nous avons intitulé notre tour de table 2040, Bye Bye USA. André, pourquoi ce titre provocateur et est-ce qu'il est crédible? Alors merci messieurs d'abord de m'avoir invité. Ce titre est provocateur délibérément parce que, effectivement, selon toute apparence, l'Empire américain existe, est en pleine forme et hyper puissant. C'est effectivement un empire de près de 700 millions d'habitants répartis entre les États-Unis, le continent américain et l'Europe occidentale, qui a une présence dans 70 pays à travers 800 bases militaires, qui a des capacités d'extraterritorialisation de toutes ces politiques fiscales, politiques et juridiques. Donc, il est là pour 1000 ans. Sauf que, quand on regarde l'histoire, bien souvent, et quand on compte 20 ans, puisque je parle de 2040, c'est donc dans 20 ans, finalement, en 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Qui aurait pu croire, par exemple, au moment de l'alliance franco-russe de 1894, de la Belle Époque, de l'affaire Dreyfus, de l'ouverture du ministère des colonies en France, qu'en 1994 s'ouvrirait un nouveau cycle qui serait celui de la fin des empires centraux européens et de l'irruption justement de l'empire américain dans le spectacle politique européen. Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à cela. Qui aurait pu croire aussi, lorsque le De Gaulle se rend à Baden-Baden, tout penaud, après mai 68, pour rencontrer entre autres un maréchal soviétique pour lui dire d'arrêter, de calmer sa filiale communiste en France pour qu'il ne soit pas déstabilisé définitivement et perde le pouvoir trop vite, alors que 20 ans plus tard, le mur de Berlin s'effondre. 20 ans, c'est court. On n'aurait jamais pensé que le mur de Berlin s'effondrerait dans 20 ans après. Ou l'Union soviétique d'ailleurs, André, ou l'Union soviétique d'ailleurs. Oui. Alors effectivement, donc, et tout à l'avenant, lorsqu'en 1971, Richard Nixon envoie sa flotte dans le golfe du Bengale pour faire régner la discipline entre l'Inde et le Pakistan, la Russie, avec une certaine énergie, le fait reculer et il se couche. Donc en 1971, la Russie est très forte, ou du moins elle est perçue comme telle, car elle ne l'était pas en réalité. Et 20 ans après, dans la nuit du 25 au 26 décembre, l'Union soviétique, de 1991, l'Union soviétique disparaît, comme ça, rapidement, comme si c'était normal et que c'était attendu depuis toujours. Qui aurait cru en l'an 2000, lorsque Windows a été lancé, que Windows perd un procès antitrust qu'il va ensuite regagner par la suite en appel et ensuite avec une transaction, et donc c'est la fin de la défense contre les grands de la technétronique, mais qui aurait cru quand même à cette époque qu'on aurait déjà ouvert le cycle de la transformation de notre monde en un monde à la 1984. Donc ces choses arrivent vite, c'est qu'on ne sait pas toujours les lire dans la mesure où effectivement on est pris dans sa bulle, pris dans son silo. Alors bon, le titre est quand même volontairement provocateur, ça ne veut pas nécessairement dire que les États-Unis vont être rayés de la carte, mais ça veut dire qu'en tout cas, ils ne seront pas comme ils sont aujourd'hui ou comme ils étaient à 20 ans. Donc, revenons un petit peu à nos moutons, je dirais que ce que je voudrais découvrir aujourd'hui avec vous, et n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, d'abord les tendances lourdes de la psyché américaine, parce que c'est pas Malibu, c'est autre chose. Ensuite, essayer de voir en quelques secondes presque qu'est-ce qui s'est passé en 400 ans de praxis américaine, quelle a été l'évolution majeure. Ensuite, faire l'analyse du bilan de la déconstruction à laquelle nous assistons actuellement, parce que le pays est en pleine déconstruction depuis déjà au moins les années 70, lorsque Nixon a régressé dans le golfe du Bengale, il y avait d'autres choses qui se passaient aux États-Unis. Et ensuite, se demander pourquoi et comment cette déconstruction s'est produite, fait du hasard, sens de l'histoire. Et puis enfin, je dirais, réfléchir aux scénarios selon lesquels un effondrement, ou une crise, ou une disparition, ou une transformation catastrophique
pourrait intervenir dans l'avenir de cet empire. Donc voilà un petit peu. Et puis après, naturellement, une conclusion. Effectivement, est-ce que c'est crédible? Et puis, qu'est-ce qui peut arriver si jamais les États-Unis disparaissaient, tels qu'on les connaît maintenant? André, une petite question, si tu permets. Quand tu nous parles de déconstruction, j'imagine que tu nous parles d'une déconstruction économique, idéologique, etc. Est-ce que dans cette déconstruction, tu inclus cet événement d'août 71 de Nixon, de la fin de la convertibilité du dollar en or, c'est-à-dire à partir de là, il y a en fait une fuite en avant monétaire des États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut fonctionner la planche à billets sans proportion avec leur économie réelle qui commence à décliner, qui commence à se désindustrialiser au profit notamment de l'Asie et pas au profit de l'Europe, malheureusement, si je puis dire. Peut-on dire, nous qui sommes européens, et pour le coup, il y a cette déconnexion entre l'économie monétaire et l'économie réelle, industrielle. Alors nous sommes tout à fait en face, Pierre. Je pense qu'on en discutera au cours du fil conducteur. Alors, d'abord, les tendances psychologiques ou de la psyché américaine, il faut voir qu'il y a une certaine, enfin, à mon sens, il y a une sainte trinité américaine qui est liée à son histoire. D'abord, ça a été le premier atelier du puritanisme au monde, avant même tous les autres puritanismes communistes, voire même l'islamisme révolutionnaire. C'est véritablement la morale de ceux qui se considéraient comme faibles par rapport aux religions des royaumes d'Europe et le rejet de l'Europe. Donc il y a une nouvelle structure mentale, un nouveau Gestell qui est en train de se construire, qui est qu'effectivement ils sont détenteurs de la vérité et ils sont sur la terre promise. Ils vivent l'épopée et l'époquée de la terre promise. Le deuxième point de la Trinité, c'est que c'est la première dystopie universelle, en ce sens que c'est la première fois qu'on parle de la poursuite du bonheur dans un document constitutionnel, quels que soient les pays. Donc l'invention du bonheur arrive à la société du plaisir, et la société du plaisir arrive à la société de la déconstruction, justement, d'une certaine façon. Et enfin, le troisième aspect qui est plus délicat à affirmer, mais qui est quand même réel, c'est que c'est aussi la première puissance à avoir mis en œuvre ce que Camus appelait le crime de logique. Lorsqu'il en parlait, il en parlait au sujet de l'Union soviétique, mais fondamentalement, arriver dans un territoire, organiser ce qui ressemble à un génocide avec des populations locales, envoyer des migrants pour remplacer les populations précédentes, faire venir des esclaves, tout ceci amène une certaine idéologie de la supériorité, comment dirais-je, idéologique justement du pays, et fort logiquement, il est normal effectivement de procéder à toutes ces transformations sans que ça pose problème quoi qu'il arrive. Et Kaiserling d'ailleurs avait dit dans une annexe de certaines éditions de l'analyse spectrale de l'Europe que les États-Unis d'aujourd'hui, les Blancs d'aujourd'hui, étaient d'une certaine façon porteurs dans leur comportement exprimait une espèce de culpabilité, ou plutôt une certaine revanche des gens qu'ils avaient martyrisés, puisque psychologiquement, ils n'étaient pas des religieux au sens européen, mais ils partaient dans des sectes, ils devenaient chamanistes, et que expressionnellement, ils devenaient effectivement, ils empruntaient beaucoup à la culture africaine. Donc c'est ce petit trait que j'avais présenté d'ailleurs à des Américains dans une réunion d'affaires, n'a pas été apprécié, mais c'est quand même quelque chose, je crois que la Sainte Trinité, puritanisme, dystopie de la poursuite du bonheur et crime de logique sont les trois moteurs opérationnels de cet empire qui marche, parce que les autres empires, quand ils faisaient des crimes ou qu'ils massacraient, il n'y avait pas de logique, c'était juste purement une logique stratégique, économique, etc., mais il n'y avait pas de logique idéologique. Alors ensuite, pendant 400 ans, parce que le pays n'est pas né il y a 250 ans, il est donc né, comme on l'a dit, avec le puritanisme. Le puritanisme s'installe aux États-Unis au XVIIe siècle, à Jamestown, en Virginie, en 1607, et puis en 1620, je crois, avec le Mayflower. Et c'est là, véritablement,
que la graine du puritanisme est plantée et qui va se développer, jusqu'à la création de la République américaine, la déclaration d'indépendance de 1776, et ensuite le démarrage de la République américaine avec le premier président Washington en 1789. Coïncidence amusante. Donc, dès cette date, on s'aperçoit que les États-Unis sont triturés par les contradictions. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui continuent à vouloir le rejet de l'Europe, comme par exemple celui qui a rédigé la déclaration d'indépendance, Jefferson, qui lui ne veut pas entendre parler d'assistance et de liens économiques avec la Grande-Bretagne, ne veut pas entendre parler de système bancaire affilié au système anglais, et veut une certaine autarcie économique basée sur les ressources locales, alors que le clan Hamilton, c'est les deux noms finalement qui vivent toujours aujourd'hui par différentes translations, lui voulait au contraire le mondialisme économique et bancaire sur le modèle de la prospérité britannique. Ok, il s'était battu avec les Anglais pour des histoires de taxes et de souveraineté, mais après il fallait vivre donc selon les principes d'Adam Smith et selon les principes donc de la libre circulation de l'argent et des gens. Et dès le début, pardon. Je voulais poser une question, oui. André. Il se trouve que le camp du rejet de l'Europe, c'est-à-dire en gros le camp démocrate, c'est-à-dire Jefferson et James Madison, est plutôt un camp du fédéralisme mou, ou si je puis dire, un camp de la décentralisation, disons. Exactement. Un camp qui met l'accent sur l'autonomie des États regroupés au sein des États-Unis. Alors que le camp Hamilton, c'est-à-dire le camp mondialiste, le camp qui finalement, plutôt que rejeter l'Europe, veut prendre la place de l'Europe comme maîtresse du monde, le camp Hamilton est fédéraliste au sens, les États-Unis doivent être un fédéralisme fort qui s'impose aux États centralisateurs, pour le dire d'une façon différente. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce côté centralisateur et mondialiste et le côté décentralisateur et finalement localiste et non mondialiste, anti-mondialiste? On pourrait presque dire ancêtre de Trump. Les démocrates seraient presque les ancêtres de Trump à front renversé. Oui, et d'ailleurs le démocrate le plus illustre qui serait le plus compatible avec la description de Trump, c'est Andrew Jackson, qui a d'ailleurs fait l'objet d'impeachment lui-même. Ouais, qui a été de Tocqueville, vers 1840. Voilà. Donc disons que c'était America First avant. Et parce que c'est très drôle, Jefferson, qui effectivement était patron du parti républicain-démocrate, lequel s'est scindé après entre les démocrates et les républicains. Donc les noms ont changé et le curseur a bougé, mais fondamentalement, c'est vrai, il y a une constante que plus on veut du mondialisme, plus il faut l'imposer par un pouvoir central fort. Il y a un caveat, comme on dit en anglais, c'est que en réalité, pendant la guerre de sécession, on pourrait argumenter du fait que ceux qui étaient mondialistes, c'était les gens du Sud, dans la mesure où ils étaient libre-échangistes et qui ne voulaient pas de droits de douane et qui voulaient donc continuer à vivre sur un système qui ne coûtait pas cher aux consommateurs grâce à la main-d'œuvre bon marché dont ils disposaient en abondance. André. Et qu'au contraire, l'autre côté, les républicains, de Lincoln, c'était America First, parce qu'ils voulaient pousser à fond, justement pour remplacer l'Europe, ils voulaient pousser à fond l'industrialisation des États-Unis et le lever des droits de douane pour justement protéger leur système. André, donc ça, André, ce qui est une particularité aussi du système américain, c'est que le parti républicain et démocrate ont changé de position. À l'époque, le parti qui était contre l'esclavagisme et pour les minorités, et d'ailleurs ils utilisaient le terme woke, qui était un terme, disons, pour comment dire, indiquer les natifs américains qui étaient libres et non esclaves, tandis que maintenant,
c'est exactement le contraire. Donc, le Parti démocrate est devenu le parti des minorités, tandis que le Parti républicain est devenu le parti des puissants. Et c'est l'unique pays au monde où les partis, pour simplifier, le parti de gauche est devenu de droite et celui de droite est devenu de gauche. Ce qui est un Mais peu... on pourrait arguer du fait aussi que le parti esclavagiste est resté le parti esclavagiste parce qu'il propose toujours les frontières ouvertes et l'entrée des migrants à vil prix sur le marché économique américain. Oui, c'est l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire l'esclavagisme à bas prix. Exact, oui. Voilà. Quant au parti républicain, je dirais plutôt que le parti des puissants, non, je dirais plutôt le parti de la majorité silencieuse, de la majorité des gens qui travaillent, mais qui se vivent comme une majorité de travailleurs et non pas comme une minorité de noirs, d'espagnols, de transgenres, etc. Ils se vivent avant tout comme une majorité des travailleurs de la commune des Sancy. André me corrigera, Pierre, mais je pense que le Parti républicain est scindé en deux. Le parti traditionnel républicain, c'est-à-dire la structure du parti, et le parti des puissants, c'est avec Trump que le Parti républicain est devenu le parti de la majorité silencieuse et du peuple. Corrige-moi. C'est tout à fait vrai. Juste avant, le Parti républicain, c'était un parti qui achetait son vote dans les classes moyennes, notamment dans l'Amérique des années 50-60, et qui assurait avec énergie la sécurité nationale dans le cadre de la guerre froide. C'était un peu ça, et après les démocrates ont fait de même. Mais c'était un parti essentiellement qui travaillait pour des intérêts économiques puissants, qui était déjà le complexe militaro-industriel, alors que les démocrates, au contraire, eux, étaient le parti officiellement des révoltés et des minorités comme moyen, et on en parlera tout à l'heure, lorsqu'on parlera de Saul Alinsky. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur américain qui a fabriqué Hillary Clinton et Barack Obama, qui a été véritablement le propagandiste du néo-marxisme aux États-Unis. Et on va revenir à ce positionnement de parti dans quelques instants. Je voulais juste finir sur une chose importante par rapport à ces 400 ans. C'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. En ce sens que, et je rejoins donc là tout à fait ce que disait Pierre, il y a le président Roosevelt, qui au départ était un très grand admirateur de l'Europe, en qui il voyait une convergence civilisationnelle très forte, et qui a fini par être séduit par un militaire, un officier de la marine qui s'était reconverti dans la géopolitique, qui était Alfred Thayer Mahan. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Et Mahan était un homme très intelligent qui, lui, disait à Roosevelt, Théodore, America First, l'Empire anglais est en train de s'affaiblir, notre devoir et notre rôle et notre capacité, c'est de le remplacer, et surtout, c'est aussi d'empêcher, et c'est vraiment dans les archives on le retrouve, l'émergence de l'empire tsariste, car les Américains, mieux que les Européens, avaient compris que les tsars, Alexandre III et Nicolas II, avaient modernisé drastiquement leur économie, avec l'aide de la France d'ailleurs, en grande partie, et avaient bâti des infrastructures, avaient bâti une métallurgie, une sidérurgie, et surtout étaient en train de devenir un des premiers producteurs, sinon le premier producteur de pétrole dans le monde. Ils ont souffert du même problème que les Ottomans, par ailleurs à la même époque, qui étaient aussi une cible pétrolière de la part des grands empires anglo-saxons. Enfin bref, Mahan avait donc convaincu Roosevelt d'être effectivement très anti-russe, tout en reprenant le fauteuil des Anglais. Donc, la Russie tsariste devient effectivement un adversaire très important et très sérieux, quasi existentiel, vis-à-vis des États-Unis, tout simplement, qui eux-mêmes sont en pleine ascension dans le développement de leur internationalisation. Je voudrais d'ailleurs dire qu'à cette époque aussi, Wall Street avait financé l'armée impériale japonaise, la marine impériale japonaise, ce qui a causé
quelques catastrophes pour le tsar, qui a été finalement très affaibli par ses défaites contre les Japonais, et ce qui lui a coûté la première révolution de 1905 et ensuite la suivante. Donc, il est évident que la Russie avait des faiblesses intrinsèques, malgré ses bonnes intentions de développement. De surcroît, quand on crée effectivement très rapidement une économie florissante, on crée des classes sociales qui elles-mêmes ont plus soif de démocratie parlementaire ou occidentale que quand on reste dans le domaine du paysanat. Bon, ça c'est, je dirais, prise de conscience du danger de la Russie, finalement, assez tôt. Ça date pas de Staline. Alors, ensuite arrive le XXe siècle, et pour faire très très court, et c'est mon décodage personnel, je dirais que là encore, il y a une nouvelle triade de type saturnien, c'est-à-dire Saturne qui dévorait ses enfants, qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. On passe d'abord de l'industrie de l'empire à l'empire de la finance, c'est-à-dire qu'avant on avait une industrie qui aidait l'empire à se développer, et puis ensuite c'est la finance qui domine. Tant que l'État croît et que l'empire s'accroît, la nation dépérit d'une certaine façon, la classe moyenne. Donc ceux qui ont fait la première industrialisation sont sur le déclin. Deuxième partie de la triade, on passe de l'ère technétronique, comme disait Brzezinski, à la nouvelle anthropologie, parce qu'on fabrique de facto avec toutes ces nouvelles technologies un nouvel être humain qui est beaucoup plus adepte ou facilement convaincu d'adhérer à la servitude volontaire, et on en voit aujourd'hui bien des exemples. Et c'est en quelque sorte la fin de l'Homo sapiens de 2 ou 3 000 ans, qui était celui de notre histoire, un type de caractère différent. Ensuite, troisième triade, privatisation du régalien, dépérissement de l'État et ce que j'appelle retour des grandes compagnies. Parce qu'effectivement, on arrive de plus en plus à considérer que l'État n'est pas indispensable pour faire de la politique. D'ailleurs, Carl Schmitt l'avait dit, la politique surpasse l'État. L'État a besoin de politique, la politique n'a pas besoin d'État. Et là, la politique, elle se privatise dans le cadre d'entreprises commerciales privées ou techniques et technico-économiques privées. Et ça, c'est très important parce que on arrive d'une certaine façon... Le capitalisme de connivence, pardon. Le oui. Capitalisme de connivence. Voilà. Mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose d'assez amusant à observer. C'est une comparaison faible, mais quand même qui existe. C'est qu'on revient un peu au système des grandes compagnies. Il y avait la grande compagnie des Indes, la grande compagnie de la baie d'Hudson, toutes les compagnies américaines. Qu'est-ce que faisaient les rois qui n'avaient pas d'argent? Ils créaient des compagnies privées, ils donnaient des concessions à ces entreprises capitalistes, à qui ils confiaient un pouvoir régalien et militaire. C'est comme ça que ça s'est fait au Canada et dans un certain nombre de pays. Donc, on va peut-être revenir vers un système de nouvelles grandes compagnies qui vont travailler avec des organismes internationaux qui mettront des normes au point pour les guider, mais il n'y aura plus vraiment besoin d'État au sens où on le connaît maintenant. Et c'est d'ailleurs peut-être une des causes de dépérissement de l'État américain pour le futur. Mais on va y revenir. Alors, bon, on va peut-être pas faire un bilan trop long de cette déconstruction, mais disons que il y avait eu un transfuge soviétique dans les années 80 qui s'appelait Thomas Schumann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme, facile à trouver sur YouTube, qui avait expliqué quelles étaient les techniques de subversion finalement, et qui avait beaucoup insisté à l'époque en disant, écoutez, de notre point de vue à nous, KGB, 20 ans, 30 ans, c'est court. Notre objectif, c'est de semer en quelque sorte le doute dans les populations de nos adversaires. Et ce qui est en train de se passer chez vous, c'est que nous avons réussi à contaminer par le marxisme toutes vos élites. La presse, les universités, et ces élites vont continuer à perdurer, à se reproduire elles-mêmes intellectuellement. Et donc on pourrait peut-être dire qu'effectivement aujourd'hui, tout le wokisme est d'une certaine façon un prolongement de cette démobilisation, de cette perte de confiance en soi et de cette perte de conscience de soi de la société américaine. Le wokisme qui n'est pas confiné à la société américaine du bas, mais qui est entré dans le capitalisme moderne, vu que les grandes compagnies américaines
font des cours et des trainings de wokisme à leurs employés. Et absolument. Et on peut dire que comment dirais-je, le capitalisme, plus Hollywood, plus la Silicon Valley, plus Marx ou Trotsky, c'est le monde financier d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les nouvelles compagnies, les nouvelles grandes compagnies qui vont gérer le monde ou qui pourraient potentiellement gérer le monde. Avec la mission. Ben oui, c'est ça. Parce que effectivement, le capitalisme, d'une certaine façon, est aujourd'hui l'outil le plus pratique et le plus efficient pour arriver à la société sans classe, arriver à la fin de l'histoire, si on reste dans le messianisme marxiste. Donc, d'une certaine façon, c'est beaucoup mieux que d'aller faire de la lutte des classes, des syndicats. Compliqué, le capitalisme, surtout aujourd'hui avec les technologies, contrôle tout. Donc, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de contrôler la société. Alors, bon, on a eu... donc aujourd'hui, si on veut faire une petite photo, le wokisme fait que les États-Unis sont au bord de l'explosion. Il y a effectivement une criminalisation morale de tous les électeurs de la dernière élection qui avaient voté Trump, qui sont considérés intrinsèquement comme des personnes méprisables. Donc, après tout, on pourrait appliquer un crime de logique à eux aussi, bientôt, en les criminalisant. C'est un système, donc, qui, effectivement, devient de plus en plus proche de l'implosion. C'est un système, quand même, qui vit toujours dans une économie de guerre. C'est un système qui est dominé par un État profond. C'est un système, je le disais, où l'État se privatise. L'État, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, l'État va demander aux grandes entreprises de médias sociaux de faire la police antiterroriste. Donc, ils vont déléguer ce que les agences de renseignement et d'espionnage américaines auraient dû faire, mais ne peuvent pas toujours faire en vertu de règles constitutionnelles. Mais là, sociétés privées, elles peuvent travailler là-dessus. Donc, en fait, long cours, et je te laisse intervenir quand tu veux, Pierre, mais long cours, c'est que fondamentalement, le pays est endetté terriblement, le pays est passé de l'économie du réel à l'économie du virtuel. Et c'est un pays qui, donc, a des apparences d'anciennes formes de régalie, d'État, en ce sens qu'il y a une armée, il y a une politique de guerre, une politique d'invasion, etc. Et en même temps, il y a une implosion interne, donc qui n'est pas bien contrôlée pour l'instant, c'est dans les apparences. C'est un pays, et alors ceci dit, avec la petite nuance, c'est que tout se fait au niveau du fédéral. Parce que les 50 États, et c'est là qu'on revient un peu au modèle de l'histoire, dans les 50 États, il y en a une bonne partie qui sont des États en crise économique et financière, sont essentiellement des États démocrates, et une autre partie en pleine croissance et en boom économique, sont les États républicains, et qui sont en train de gagner démographiquement, ce qui pose problème, d'ailleurs parce que tous les gens de Californie, de New York et d'ailleurs immigrent maintenant au Texas et en Floride, et les listes électorales du Texas, qui étaient prêtes à basculer chez les démocrates à cause des immigrants légalisés, en réalité, maintenant reçoivent de nouveaux immigrants américains. Sachant d'ailleurs que les immigrants hispaniques, on l'a vu dans les dernières élections avec Trump, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des woke, sont en réalité des gens qui ont tendance à être conservateurs sur le plan social et sur le plan culturel, et qui ont quand même voté, qui commençaient à voter assez sérieusement pour un populiste comme Trump, alors qu'il ne l'aurait pas fait pour des républicains traditionnels. Même dans un certain sens, les Afro-Américains, parce que la campagne de Black Lives Matter, que les démocrates ont déchaînée après le meurtre de Floyd, n'a pas vraiment fonctionné aux États-Unis, vu que Trump est le président républicain qui a eu le maximum de voix des Afro-Américains. Parce que nous, on a tendance à oublier, je pense, en Europe et ailleurs dans le monde, à l'étranger, que les Afro-Américains font partie de l'histoire américaine et de la naissance américaine. C'est pas des immigrés de la génération. Tu as totalement raison. Trump avait habilement réussi à présenter ça comme un peu comme au Canada où il y avait les deux peuples fondateurs, les Français et les Anglais, en disant que finalement les Européens et les Africains avaient créé les États-Unis. Oui. Donc effectivement, ça a accordé une certaine reconnaissance psychologique qui était assez vraie d'ailleurs. Et donc, on voit pas ça, mais disons que et Trump a fait très peur, mais on n'est pas là pour parler de Trump, mais c'est sûr que il était en train de manger la laine sur le dos des démocrates en leur piquant
leurs esclaves institutionnels, qui étaient les minorités raciales. Sur une ligne populiste et conservatrice, en quelque sorte. Oui. Conservatrice au plan des mœurs, populiste au plan du style et au plan économique, c'est-à-dire un certain protectionnisme, et finalement, effectivement, au sein des Noirs, ceux qui étaient les plus intégrés, en fait, dans le milieu ouvrier, étaient de plus en plus trumpistes. Et il ne restait du côté démocrate que les Noirs marginaux, semi-délinquants, etc. Mais pas le noir de la commande des Sansi, pas le noir du monde du travail, en quelque sorte. Alors, effectivement, et je dois dire que les Noirs ont été témoins de réalisations concrètes, parce que quand même Trump a fait des investissements dans les banlieues, pas pour donner de l'argent à des chefs de gang politiques de l'establishment, mais pour créer une formation professionnelle, pour créer des cursus de carrière, pour aider les familles qui n'avaient pas de père. Donc il a fait effectivement des choses qui ont été assez remarquées. Et puis aussi, il faut bien le dire, la politique de contrôle de l'immigration pour les Noirs qui voulaient travailler était importante, parce qu'effectivement, ils étaient protégés ainsi. Alors, il est intéressant de voir donc que c'est aujourd'hui, pour faire court, on est dans une situation instable. D'un côté, la superclasse mondiale décrite par Michel Geoffroy dans son ouvrage La superclasse mondiale contre les a gagné, en ce sens qu'elle tient tous les rouages du pouvoir avec l'État profond. Elle est maintenant devenue technétronique, elle a toutes les capacités de contrôle des populations, en particulier depuis la pandémie. Donc on est dans un système où le peuple est en train de se transformer, j'allais dire anthropologiquement. Le peuple va peut-être être aboli, ou en tout cas une partie du peuple, selon l'expression de Bertolt Brecht. Quand on n'est pas content, au lieu de changer le gouvernement, on change le peuple. Une privatisation de l'être humain, une privatisation de l'État, une privatisation de tout. Et également, en même temps, un recul objectif. En 1945, 50% de l'économie mondiale, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, ça peine à être 20%. La dette publique augmente tous les 4 ans. La dette des particuliers la dette publique déjà représente un peu plus de 100% du produit national, ce qui est encore raisonnable par rapport à certains pays européens. Mais quand on ajoute la dette des particuliers qui fait 75% pardon, du produit national, ça fait déjà un gros montant. Si on ajoute la dette des États et des collectivités locales, ça ajoute un montant. Et dans toute cette dette, il y a une dette catastrophique du système américain qui ne tient pas compte de ces classes moyennes, si j'ose dire, c'est la dette étudiante. Parce que la dette, les étudiants en moyenne ont à peu près 40 000 à 50 000 $ de dette, mais ceux qui étudient dans des universités longues ou chères peuvent avoir jusqu'à 500 000 $ de dette. Alors, quand on rentre sur le marché du travail à 100 000 $, quand on a de la chance, eh bien, on a des années et des années et des années de remboursement. Et ce mouvement de la dette a fait réaliser 2 choses, finalement, à toute une jeunesse animée de ressentiment. C'est que, les études universitaires ne mènent pas nécessairement à quelque chose, puisque ce n'est pas pour autant qu'ils vont avoir un travail garanti qui soit intéressant. Et 2, effectivement, leur vie est complètement obérée par la dette. Et ça, par exemple, le cas de Ocasio-Cortez, la fameuse gauchiste écologiste qui fait peur aux démocrates, qui est une fille brillante sur le plan dialectique. Elle était d'un milieu social pas trop mauvais, mais elle a été effectivement prise dans la dette. C'est comme ça que son militantisme politique a commencé à s'exacerber. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont marxisés dans les universités, justement parce que leur avenir était bouché, parce qu'ils avaient une université avec des diplômes qui ne leur donnaient pas grand-chose, et ils commencent dans la vie en étant complètement noyés dans la dette, alors qu'en Europe, les universités ne servent pas à grand-chose, mais au moins, les étudiants ne sont pas endettés. Pour l'instant. C'est aussi un trait très américain, et c'est pour ça qu'il y a des mouvements très importants Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'une des bonnes choses que Trump avait faites, et c'est paradoxalement sa fille,
c'est de restaurer les métiers d'apprentissage, de recréer des filières d'apprentissage pour amener les jeunes à aller vers des emplois payants et bien payés dans les secteurs d'art, d'artisanat, de construction, etc., etc. Et ça a été... Avec 100 000 ou 500 000 dollars à rembourser sur X décennies. Oui, mais André, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et les autres pays anglo-saxons, à la différence des pays latins, on peut toujours trouver un bon travail sans diplôme universitaire, ce qui est pratiquement impossible en France ou en Italie, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ceci dit, si on veut travailler dans une grande banque ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. D'accord. Mais en tout cas, donc, pour conclure, pour arriver à la conclusion logique de ce que tu dis, donc les États-Unis ont besoin d'une guerre. Surtout que maintenant le New Deal de Biden, le New Deal climatique de Biden, n'est pas comme le vieux New Deal original qui misait sur l'industrie. Le New Deal climatique de Biden va détruire en fait l'industrie américaine intérieure. Donc en fait les Américains ont logiquement besoin d'une guerre. Ou je me trompe? Alors il y a fondamentalement, les Américains sont coincés dans le risque de crise interne culturelle, le risque économique de perdre le contrôle du monde économiquement. Mais ils ont encore Borès, hein, il ne faut pas non plus négliger. Et justement, parce qu'ils ont Borès, je dirais chinois, ils sont actuellement en parité de pouvoir d'achat, le PIB chinois est quasiment au même niveau que le PIB américain et est en train de le dépasser. Voilà. Alors, une petite remarque, le fameux New Deal de Roosevelt n'avait pas vraiment bien marché, puisqu'en 1941, il y avait encore énormément de chômage aux États-Unis, et qu'à vrai dire, le seul New Deal qui a marché, c'est la guerre. C'est la guerre de 1941, la guerre de décembre 1941 et la relance par les industries militaires. Et là, pour le coup, ils ont vraiment supprimé le chômage. Alors, allons-y carrément à la prospective, et si on a besoin de creuser sur des questions de fond, on pourra y revenir. Donc 2021-2040, moi j'ai identifié 6 scénarios possibles, sur lesquels je n'ai pas de réponse fondamentale, bien sûr, qui ne sont pas des scénarios distincts d'ailleurs, mais qui peuvent être complémentaires. Alors il y a un premier scénario d'effondrement, qui est le scénario soviétique. C'est-à-dire que l'Amérique se soviétise en quelque sorte, le coût des guerres passées, des achats de clientèle électorale est prohibitif. La population devient ingérable avec tout ce qu'on voit en ce moment. Il y a une crise de liquidité. La Chine présente très substantiellement dans la vie américaine est déjà en fait un acteur de la vie politique américaine, en ce sens que petit a, elle tient une partie de la dette, petit b, elle est un partenaire économique encore passage obligé, et petit c, elle tient encore beaucoup de think tanks de Washington. Et elle investit beaucoup dans les universités. Et elle est déjà là. Et donc le Congrès, par exemple, est toujours terrorisé quand on parle de pénaliser la Chine. Quand Trump se lançait avant la crise de la Covid à vouloir faire payer la Chine des sommes de hard cash par milliards et milliards de dollars au titre du commerce international, des fraudes sur les brevets comment dirais-je, des différences de taux de change qui n'étaient pas naturelles, et il était arrivé pratiquement à l'obtenir, et la Covid est arrivée. Je ne dis pas que les Chinois l'ont lancé, mais c'est sûr que c'est bien tombé pour eux. Donc, effectivement, la Chine est très importante, et donc l'Amérique se soumet progressivement à la Chine, et si la Chine est habile d'ailleurs, elle peut les laisser leur sauver la face. Deuxième scénario, c'est le piège de Thucydide. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez tous les deux il y a 2 instants, c'est que finalement, il faut une guerre préventive contre l'Eurasie, grosso modo. Il faut une guerre parce que autrement ça ne va pas tenir longtemps. Et la meilleure façon de faire du mal à la Chine, c'est de faire une guerre à la Russie. Et donc il faut pousser la Russie à faire les mêmes bêtises que les Japonais avaient fait avant Pearl Harbor. Il faut créer des foyers de crise partout où on peut, en Ukraine, en mer Noire, en mer Baltique,
avec les pays. Donc il faut essentiellement créer un axe de la Mitteleuropa, depuis la Turquie jusqu'à la mer Baltique, où il y a plein de foyers d'incendie, pour essayer de mécontenter les Russes, pour essayer de faire en sorte qu'un Russe se mette soudain, par absence de jugement, à se lancer dans une opération militaire d'envergure qui fasse qu'il y ait une représaille étonnante. Donc c'est le calcul, grosso modo, qui circule en ce moment. Troisième scénario, donc piège du Thucydide, nous le savons, c'est Athènes-Sparte. Athènes veut détruire Sparte avant que Sparte détrône Athènes. Scénario ottoman. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Chinois, les Russes et même les Indiens font comme les Turco-Mongols. Et eux passent à la contre-attaque sur une nouvelle Byzance décadente qui est justement le monde occidental. Et donc se lancent, eux, à du harcèlement asymétrique, par petits bouts à petit feu. Et donc c'est un scénario dont personne ne parle, mais qui peut tout à fait arriver, sait-on jamais. Le dernier scénario qui va vous faire sourire, c'est le scénario aztèque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une forte présence mexicano-américaine. Qui revendique la partie sud des États-Unis. Voilà. 1848, en gros, pour revenir sur les annexions de la Californie et du Texas en 1848. Alors, ils se considèrent chez eux, en Californie, au Texas, au Nevada, enfin, toute cette partie-là, et pas forcément en Floride, parce que c'est différents types d'hispaniques, c'est cubain. Donc, il existe un mouvement Aztlán, qui est un mouvement séparatiste, qui gronde en sous-sol, comme la braise dans la forêt, et qui se considèrent chez eux, dans ces pays-là, qui se considèrent non pas comme des immigrants, mais comme des populations locales qui sont donc totalement décomplexées et totalement violents verbalement, en tout cas, et ils considèrent qu'effectivement, tôt ou tard, disent-ils, avec leur démographie, ils finiront par balayer les Américains de souche, si j'ose dire. Et il faut dire que c'est un souvenir extrêmement fort, parce que, petite anecdote, moi je m'étais rendu un jour dans une boutique de l'aéroport de Houston, parce que l'hôtesse m'avait renversé son pot de café sur ma veste, et j'ai été acheter une veste. La vendeuse était une américaine mexicaine. Et je parle comme ça incidemment, et j'ai immédiatement noté l'agressivité anti-américaine qu'elle avait en tant que mexicaine. Il y a qu'à ayé le passeport américain. C'est très drôle. Donc, il y a véritablement, c'est très vivier. Alors ça, c'est un scénario alors, tous ces scénarios peuvent se combiner. Il y en a un qui commence là. Puis il y a un dernier scénario, à mon avis, qui est le chef-d'œuvre. C'est le scénario de ceux qui contrôlent les États-Unis et qui n'en ont plus besoin. Les Bernard l'Ermite veulent changer de coquille. C'est le scénario technétronique, c'est-à-dire le scénario de toutes ces grandes sociétés technétroniques qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps dans le monde, qui aujourd'hui contrôlent le système américain, mais qui finalement ont pas mal rongé tout ce qu'il fallait ronger et ont besoin, au contraire, d'aller, comme les grandes compagnies, prospecter de nouvelles zones de conquête économique et également de conquête politique. Et donc ce scénario-là, essentiellement, se tournerait en phase avec le grand reset, le Great Reset en question, c'est-à-dire que finalement, de nouveaux espaces comme, j'allais dire, le monde africain, le monde asiatique, pourrait devenir la nouvelle zone de migration des élites. Et alors là, c'est l'abandon total des territoires de l'Europe de l'Ouest et des autres territoires de l'Europe et des États-Unis. Il n'y a plus besoin d'eux. Il faut les laisser là. On peut leur donner un pourboire de temps en temps. Dans cette perspective, des villes comme Détroit, dont de nombreux quartiers sont inhabités, sera en fait une préfiguration de l'avenir des États-Unis. C'est-à-dire un pays qui deviendrait en jachère, abandonné, reconquis par les broussailles, si je puis dire, et dans lesquels les gens se débrouilleraient en faisant un petit peu d'agriculture urbaine entre
quelques anciens buildings rongés par les ronces et par la végétation et aux toitures crevées. Et donc, effectivement, les Américains deviendraient en quelque sorte de nouveaux aborigènes. Ben, ça conclurait le cycle commencé, décrit par Kaiserling. Mais c'est un scénario à la Mad Max, en quelque sorte, sans guerre atomique, mais c'est ça. André, si on prend le scénario mexicain, c'est-à-dire l'implosion des États-Unis, avec la tendance qu'il y a maintenant aux États-Unis avec le wokisme et le puritanisme américain qui peut combattre ce wokisme, peut-être il convient même à la population américaine anglo-saxonne, et peut-être même africaine, de chacun de faire sécession et de chacun créer son État indépendant. Et donc on verrait une implosion qui serait crédible des États-Unis. Et je te laisse la parole à répondre à cette question et la parole de la fin. C'est de la politique fiction, mais qui n'est pas plus irréaliste que l'existence du pays qui lui-même est arrivé un peu par surprise au départ. Donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir un sentiment psychologiquement sécessionniste, en oubliant déjà les ethnies, entre les États du Sud-Ouest et Washington. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une jeune génération de gouverneurs qui, eux, utilisent les pleins moyens de leurs pouvoirs légaux pour combattre Washington. Alors, c'est important pour la conclusion de la fin. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, contre Facebook, contre toutes les médias sociaux qui censurent, ils ont créé leur propre loi à l'intérieur de l'État, avec des cas bien précis pour que la Cour suprême ne détruise pas ça, notamment si on fait une campagne électorale, on ne doit pas être censuré, point barre. Et avec des astreintes qui coûteraient une fortune à ces sociétés par jour. Ensuite, il y a toute l'idée d'organiser des recours collectifs avec l'appui du gouvernement de ces États contre ces grandes compagnies. Il y a une autre idée qui circule, c'est de faciliter la possibilité aux actionnaires des compagnies de se révolter contre les conseils d'administration lorsque ceux-ci font du wokisme. Et là, ça c'est un mouvement à la fois qui touche les gouverneurs, mais aussi les partis politiques locaux, républicains ou autres, qui lancent une campagne en ce moment où finalement, s'il y avait 75 millions d'Américains qui achetaient une action dans chacune de toutes ces sociétés, ils ont un droit à la parole à l'Assemblée générale et ils peuvent ensuite faire du militantisme agressif avec l'aide d'associations subventionnées éventuellement par des États ou des villes. Donc il y a quand même une espèce de réaction au niveau des États et comme par hasard, c'est là où on vient à ton point, ce sont des États qui bénéficient d'un apport démographique des autres États et qui ont déjà une forte implantation, notamment latino. Alors la Floride, c'est les Cubains, mais pour le reste, le Texas, le Nevada et tous les autres, il y a une grande énergie à vouloir utiliser le cadre de l'État dans la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels. Ils font des procès en ce moment au fédéral sur toutes sortes de mesures prises par Biden. Et ils vont assaillir la Cour suprême qui se cache peureusement à l'intérieur de leur belle robe noire. Et ils vont effectivement agir parce qu'il y a de nouvelles générations de politiciens qui ont été formés à l'époque de Trump. C'est un des actifs de Trump, ça. Qui ont d'ailleurs un potentiel présidentiel pour un certain nombre d'entre eux, qui essaient de recréer un nouveau modèle de contre-attaque légal, justement, puisque des grandes forces du wokisme, c'est aussi de s'appuyer sur les tribunaux ou les juges, les procureurs. Il y a une sorte de contre-wokisme, s'appuyant sur ce qu'on pourrait appeler un capitalisme populaire, est issu d'États, tu me corriges si je me trompe, issu d'États en croissance démographique et dont la population est plutôt jeune. Oui, absolument. Jeune, hein, oui. C'est quand même l'avenir. Et c'est là le coup de maître de rallier quand même des populations comme les Mexicains ou les Sud-Américains qui viennent et qui travaillent.
Parce qu'ils sont aussi chefs d'entreprise pour la plus. Évidemment, si on fait venir des gens du sud du actifs, des gens Mexique, c'est qui autre chose. pèsent dans l'économie locale. Ben oui, exactement. Et donc, ça a été la surprise des élections récentes parce qu'ils ont eu peur de voir la bascule des hispaniques chez Trump et, on le disait tout à l'heure, la bascule des Noirs. Du moins, de suffisamment nombre de Noirs pour qu'après, c'était terminé parce que l'intersectionnalité ne fonctionne que s'il y a quand même un noyau dur de minorités raciales. Et c'est elles qui sont quand même nombreuses. Et donc, et les femmes font la différence finalement. Donc, c'est quelque chose quand même d'intéressant à suivre parce qu'il y a donc de facto un séparatisme mental entre les gens qui en ont marre du modèle californien. Il n'y a qu'en Europe ou chez les bobos de Leningrad qu'on va aimer Malibu. Mais la réalité, c'est que les gens qui vivent en Californie, eux-mêmes veulent partir. Et il y a un autre phénomène sécessionniste aussi, c'est intra-étatique. C'est-à-dire que la Californie, il y en a deux. Il y a celle des vignobles, avec justement les Mexicains qui travaillent là-dedans, avec des gens qui sont effectivement très conservateurs, blancs, noirs ou mexicains, et puis les autres, les woke blancs. Et il y a déjà des tentatives de séparation. Et un dernier point d'implosion du pays que je n'avais pas cité, c'est l'implosion démocratique. C'est-à-dire que s'il y a des gens de caractère, comme ces gouverneurs, etc., la Constitution américaine est quand même miraculeuse. C'est une Constitution d'ailleurs que le wokisme considère qu'il faudrait annuler parce qu'elle est inconstitutionnelle, parce qu'elle a été rédigée par des propriétaires d'esclaves. Ça va venir, ça, le sujet bientôt. Mais la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui permet d'utiliser un mécanisme qui a été rarement utilisé essentiellement pour faire voter des amendements à la Constitution, qui est la Convention des États, Convention of States. Cette Convention des États est le pouvoir constitutionnel suprême, car les États-Unis sont une confédération ou une fédération. Ce sont les États qui ont fait ce pays, pour rejoindre les commentaires du tout début de la discussion. Et ces États peuvent parfaitement, s'ils ont le soutien d'un certain nombre, n'importe qui peut lancer une demande de convention avec l'appui d'un certain nombre d'États qui, bien entendu, même majoritaire, je ne sais plus le nombre exact. Et il y a un mouvement très fort qui existe avec mailing, signature, pétition, pour organiser un système qui débriderait toute la situation à Washington en changeant la façon dont on fait les lois, en ramenant tout aux principes fondateurs de départ de la Constitution, en annulant des tas de décisions qui ont été wokistes ou pas wokistes, et même qui sont passées sous forme de loi, parce que les États, à la fin, ont pouvoir suprême. C'est pas de la sécession, là. Là, c'est les États qui renouent avec la cause première de la Constitution. Et d'une certaine façon, les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui, pourrais-je dire ce que je disais dans mon introduction, disparaîtraient sans disparaître. Ça serait de nouveaux États-Unis qui renaîtraient différemment, avec une nouvelle philosophie, une nouvelle vue du monde qui serait totalement différente que celle du puritanisme idéologique. C'est le mot de la fin ? C'est le mot de la fin. Alors, je rappelle à tous nos éditeurs, vu qu'on va clore notre émission maintenant, que ta première émission que tu as fait sur la Turquie, le lien sera au bas de cette vidéo, comme toutes les références et tous les auteurs que tu as cités. Alors, on se quitte et bonne soirée à tous et merci. Merci. Merci, messieurs.